Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'école au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, comment donner aux enfants le goût de la lecture? C'est une question essentielle, on va la poser à Valérie Daubigny. L'anti-sèche de Guillaume Buan, l'anti-sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes, ou plutôt ne résonne pas très bien aujourd'hui, puisque les 3 séances annuelles d'éducation à la vie affective et sexuelle ne sont toujours pas au rendez-vous. Guillaume vous dira tout. Rendez-vous enfin, comme chaque semaine, avec Sandra Ferreira. Si vous faites le marché, vous avez dû voir que les fruits et les légumes de l'automne commencent à céder la place à ceux de l'été, que dis-je? Ceux de l'été cèdent la place à ceux de l'automne. Eh bien, ils seront sur le plateau repas de notre diététicienne et nutritionniste. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti, grand oral. Chacune de nos lectures laisse une graine qui germe. C'est une citation de Jules Renard. Elle arrive quasi en introduction du livre « Donner le goût de la lecture aux enfants de 0 à 16 ans », livre que publie chez Artege Valérie Daubigny, par ailleurs spécialiste de littérature jeunesse et pilote du site de sélection de livres jeunesse 123loisirs.com. Elle aborde ici les enjeux absolument cruciaux de la transmission du plaisir de lire. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Je vais redonner quelques petits chiffres. Vous les connaissez par cœur, ou pas par cœur d'ailleurs, mais ils sont importants. C'est la dernière étude CNL, donc le Centre national de la lecture Ipsos, en 2024, sur les temps de lecture. Le temps quotidien des 7-19 ans est de 19 minutes contre 3h11 passées sur les écrans. Et chez les 16-19 ans, 12 minutes par jour sont consacrées à la lecture contre 5h10 sur les écrans. On parle bien sûr de la lecture à la maison, on ne parle pas de la lecture à l'école, parce qu'on va aussi à l'école. Donc l'enjeu et le défi, il est quand même absolument considérable. Mais c'est vrai qu'on pose cette question, comment donner le goût de la lecture aux enfants, immédiatement au regard du temps qu'ils passent sur les écrans. Sur les écrans où ils peuvent lire également. C'est ce que j'allais vous demander, parce que parfois on peut, y compris lire des livres. Tout à fait. Mais nous essayons de transmettre ce goût de la lecture, surtout par le livre, surtout par le papier, parce qu'il est, il est en déshérence, il est en perte, et c'est une perte. Pourquoi est-ce une perte? L'enfant qui, dès le plus jeune âge, a appris à goûter ce plaisir de l'objet entre ses mains, par le toucher, par le poids de la page. Vous voyez, le poids de la page, vous ne l'aurez pas sur une liseuse, etc. Eh bien, il aura développé un lien quasi affectif, sensoriel, qu'il aura envie de retrouver plus tard. Donc ça, c'est pour les tout-petits. Ensuite, le goût du livre, livre comme objet de transmission. Et c'est très concret, en fait. Quand je prends un livre dans une bibliothèque municipale, il comporte tout le passé qu'il a offert à de précédents lecteurs, tout ce bonheur, et qu'il offrira ensuite. Et ce qui vaut évidemment, pardon, je vous coupe, mais en famille, alors de manière beaucoup plus explicite. C'est-à-dire qu'il y a les livres qu'on a lus dans les fratries, ou que les parents, les grands-parents ont lus, les livres qu'on se transmet, et on fabrique aussi du commun, on fabrique une culture commune avec tout ça. Oui, c'est un ciment par l'objet. Effectivement, et ça n'est pas négligeable. Vous allez me dire, il y a beaucoup de familles où il n'y a pas cette transmission par le livre. Eh bien, j'évoquais les bibliothèques, tous les lieux qui sont des lieux de médiation où l'on a très facilement, très gratuitement, les livres entre les mains. Donc oui, donner ce goût à cet objet qui est un objet de transmission, un objet d'évasion. Habituer l'enfant à avoir ce moment à la fois très intime, ce lien avec le livre, et en même temps, comme je le disais, qui le relie, ça semble paradoxal, en fait, c'est très complémentaire, mais c'est lui offrir des clés de bonheur pour toute sa vie. On n'est pas seul devant un livre. On n'est pas seul. On n'est jamais seul, en fait. Exactement, c'est merveilleux. C'est pour ça qu'il ne suffit pas de parler, selon vous, du goût de la lecture, qu'il faut donner, mais également du goût du livre. Oui, le goût du livre... Deux choses complémentaires, en fait. Qui, évidemment, chacune nourrit l'autre, mais... Voilà. Mais l'objet a son importance. C'est tout à fait complémentaire. Je dirais qu'il ne faudrait pas sacraliser le livre, en faire l'objectif numéro 1. Ça reste un moyen. Le goût de la lecture est important. La lecture, celle qui va demander du temps, celle qui va demander de la concentration, qui va demander de la patience. Parce qu'aujourd'hui, on cueille les fruits très très rapidement avec les supports culturels. C'est un plaisir immédiat.
La lecture demande de la patience. Le fruit se cueille au bout de minutes, d'heures, de jours peut-être donnés. Et ce que vous expliquez, c'est que tout ça va servir pour la vie, parce que finalement, ce goût de l'effort, de ce qui ne se donne pas immédiatement, on peut espérer que les enfants vont le reporter sur leurs apprentissages en général, que ce soit leurs apprentissages scolaires, ou même d'ailleurs dans les relations humaines. Mais même si on reste du côté de l'école, c'est évidemment absolument essentiel. Très important, les relations humaines, parce qu'au fond, c'est bien ça. Dans l'éducation, on cherche à développer ce lien, cette attention, ce qui va, par ce que je donne, me nourrir. Pour que je donne encore plus, c'est bien ça. Donc par le livre, oui, c'est une clé éducative, c'est une clé de ciment culturel, nous l'avons dit, et effectivement une clé indispensable. On comprend, je pense, en vous écoutant, mais c'est un livre qui est à la fois un livre de conseil et un livre de réflexion, mais sur la partie conseil, parce qu'il y en a quand même un certain nombre, vous revenez par exemple sur le fait de lire à haute voix, qui est vécu parfois par certaines familles, voire par certains enfants, comme une démarche un petit peu infantilisante. C'est ce qu'on fait avec les tout-petits. Vous dites, ah, mais non, pas du tout, vous vous gourrez. Oui, tout à fait. Je pense qu'on le fait naturellement avec les petits, mais ensuite, l'enfant qui arrive en CP, qui commence à lire tout seul, si on lui dit, eh bien maintenant, merveille, tu n'as plus besoin de moi, je pense qu'on se prive et on le prive de beaucoup de plaisir. Et je peux vraiment témoigner du fait que le partage, y compris avec des grands, il ne s'agit pas de se lire des chapitres entiers, etc., mais d'offrir ce temps, cette passion. Je vais te lire ce passage qui m'a profondément émue. D'abord, on se livre un peu soi-même. On a toujours en éducation un intérêt à se livrer pour transmettre. Et puis, par imitation, eh bien, tiens, cette passion qu'elle semble éprouver, eh bien, moi, si je l'éprouvais aussi. Et je me permets de partager le souvenir d'un entretien avec, je crois, Anne Herbaut, je ne voudrais pas me tromper, mais grande illustratrice pour la jeunesse, que j'interroge un jour très naturellement, en disant, évidemment, toute petite, déjà, vous aimiez lire. Elle me dit, non, je détestais ça. J'ai commencé à vous détester. Je dis, parce qu'en fait, au moment où j'ai su lire, c'est le moment où on a arrêté de me lire des livres. Et ça a été une rupture terrible. Elle s'est dit que finalement, les livres l'avaient privée, ou la capacité à lire, de l'attention, de l'amour de ses parents. Et donc, il a fallu quelques années pour qu'elle y revienne. Elle est revenue plutôt par l'illustration. Mais enfin, ça illustre très bien ce que vous dites. Alors, vous avez publié un autre livre avant, qui s'appelle Une bibliothèque idéale. Que lire de 9 à 16 ans, c'est chez Critérion. De 0 à 16 ans. J'ai dit je n'ai pas dit ça. Oh ben n'importe quoi. Je ne sais pas très bien lire, il faut que je vous l'avoue maintenant. De 0 à 16 ans, absolument. Guide à l'usage des familles, des écoles et des bibliothèques. Donc ça, c'est le bouquin qu'on regarde si on veut des conseils de lecture. Dans celui que vous venez de sortir, il n'y a pas spécifiquement de conseils de lecture. Néanmoins, il y a de la méthodo. Vos conseils pour aider un enfant à choisir un livre à la bibliothèque? Très important. D'abord, s'y rendre avec lui. C'est un peu trop facile de, de lui dire « Vas-y, je te laisse à la bibliothèque. Oh, quelle chance tu as. Moi, pendant ce temps, je vais aller faire des courses. » En fait, ce temps que nous allons partager avec lui va déjà lui montrer la manière dont nous choisissons. Parce que le plaisir du choix fait partie du plaisir de la lecture. Et il est indispensable, d'abord, pour correspondre à ce qu'il est, à ce qu'il porte, à ses goûts. C'est là où on va rejoindre l'enfant et cultiver ce goût de la lecture. C'est aussi, il va apprendre à se connaître. Et c'est là où on rejoint des conseils que donne chaque semaine, tous les vendredis, dans ce studio Célie Luton, qui est libraire jeunesse. À savoir, il faut vraiment, c'est essentiel de partir des goûts des enfants. Si on espère quelque chose, c'est le b.a.-ba. Rien d'artificiel. Ouais. Et en effet, c'est une belle manière de se livrer et d'apprendre à connaître son enfant. Et lui, voyant votre regard respectueux sur ses propres choix, il en est reconnaissant. Il y a un attachement qui se produit et qui est très profond. Respectueux, mais pas non plus, relativiste. Vous voyez ? Parce qu'il faut quand même le dire, en littérature jeunesse, il y a le meilleur, et vous le mettez en valeur. Il y a aussi le pire qui peut tomber trop tôt, qui peut tomber à côté, qui peut tomber sur un terrain abîmé. Donc on renonce pas à jouer son rôle de toute façon d'éducateur, d'éducatrice en permanence, qu'on soit parent, qu'on soit enseignant, bibliothécaire, libraire, etc. Donner le goût de la lecture aux enfants de 0 et non pas de 9 à 16 ans, c'est le titre du livre que Valérie Daubigny vient de publier chez Artege. J'ai entendu une bêtise. Chez Critérion, avec... Non, le dernier, c'est chez Artege. Pardon, oui. Vous me faites douter, regardez. Non, je dis une bêtise. Non, voilà, celui-ci, c'est Artege, je suis toute seule. En revanche, excusez-moi, je voulais juste on n'a pas signé Anne-Laure Blanc et Hélène Fouchard pour l'autre. C'est important, on était 3, c'est important d'être 3. Nous avons croisé les regards. Oui. On se retrouve, si vous voulez bien, Valérie, juste après l'Anti-Sèche. Il est seul pour affronter l'actualité, Guillaume Buran.
Guillaume, bonjour. Bonjour Emmanuel. Aujourd'hui, on rebondit sur un récent rapport du CESE qui, le 10 septembre, s'inquiétait des défauts de prise en charge à l'éducation nationale de cette obligation qui est les séances d'éducation à la vie affective et sexuelle. Bon, c'est vrai que ce n'est pas un sujet super simple. C'est pas simple. Depuis 2001, il est bon de rappeler qu'il y a quand même 3 séances annuelles d'éducation à la sexualité qui sont prévues par la loi, sauf qu'elles sont peu appliquées, soit par faute de moyens, par faute également de formation de la part des professeurs. Et aujourd'hui, souvenez-vous, en classe d'SVT, on avait ces cours qui étaient quelque peu gênants, parler entre soi et avec les élèves de sexualité. De mon temps, je ne sais même pas si ça s'appelait SVT, vous savez, mon bon Guillaume. Mais vous n'êtes pas si vieux que ça quand même. On disait biologie, je crois. En attendant, pour ces cours de biologie, effectivement, oui, c'était compliqué. Alors justement, aujourd'hui, qu'en est-il avec les parents, parler de sexualité autour de la table au repas du dimanche, là aussi, ça reste un peu compliqué. Justement, j'ai contacté Edita Rebourg. En fait, elle est mère de famille, déjà, et puis elle est créatrice et fondatrice d'un kit, et pionnière également sur ces sujets de la sexualité. En fait, pour vous raconter l'histoire, sa fille de 11 ans est rentrée un jour de l'école, et en fait, elle a raconté à sa mère l'histoire qu'une de ses amies avait vécue. Elle raconte la suite, écoutez. Elle a eu ses premières règles la première fois. Ses parents ne lui ont pas dit que c'était effectivement les premières règles. Donc, elle a taché son pantalon. Elle a paniqué. Elle est partie voir l'infirmière scolaire en pensant qu'elle allait mourir. Et donc, ma fille me pose la question en me disant « Mais maman, comment je fais si ça arrive à l'école ?» Et là, je lui dis « T'inquiète pas, ma petite louloute. J'ai cherché sur Internet. J'ai cherché un petit peu partout dans le monde et je n'ai pas trouvé. » Et à un moment, en rentrant donc un soir, on a fait un dîner en famille. Et puis, c'est à ce moment-là où j'ai dit « Écoutez, je vais créer un produit, un nouveau produit. Je ne sais pas si ça va fonctionner, mais je pense que c'est important effectivement pour accompagner les jeunes et qu'ils n'aient plus peur de mourir pour l'arrivée effectivement des premières règles. Donc, je l'ai créé. Et c'est ainsi que naît donc Ma Louloute, du surnom qu'elle donnait à sa fille. Elle a également 2 garçons. Elle va nous présenter ses kits dans quelques instants. Sachez qu'elle a quand même eu 2 années de travail avec le corps médical et éducatif pour créer justement ces kits qu'elle nous présente. On les accompagne dans les étapes clés de l'enfance, au moins jusqu'à l'adolescence à ce jour, pour appréhender effectivement toutes les étapes clés de nos enfants. Donc ça, c'est l'OLS. Donc le kit d'éducation à la sexualité qui comprend effectivement 3 kits en un, donc un pour elle, un pour lui et un pour eux. Donc ils sont accompagnés d'un point de vue pédagogique avec tout ce qui va être enseignement de l'éducation à la sexualité et aussi tout ce qui va être effectivement premier produit en termes de besoins. Donc ils vont y trouver des préservatifs et autres. Ça, c'est le kit Ma Louloute. Donc qui a été créé effectivement pour ma fille. Et donc ça, c'est mon loulou. Donc qui est un kit à la puberté donc masculine, cette éducation à la puberté masculine où à vrai dire, personne n'en parle, parce qu'on apprend aux garçons effectivement d'être forts, de ne pas pleurer, de ne pas avoir d'émotions, et on leur apprend pas ce qui s'opère dans leur corps pendant cette puberté qui est cruciale. Des guides, des préservatifs également pour le kit Mon Loulou. Elle a d'ailleurs sorti un jeu, une autre manière d'apprendre et d'appréhender ce sujet en famille. Écoutez. Si on a créé effectivement un jeu, donc avec des fiches pédagogiques à l'intérieur, à la conquête de soi. Donc c'est effectivement un jeu de développement socio-affectif. Donc à l'intérieur, ils vont trouver tout ce qui va être gestion des émotions, des sentiments, des besoins associés et des mises en situation. Plein de kits. Donc on les trouve où d'ailleurs ces kits ? Sur son site internet qui est donc Ma Louloute. Sinon vous avez en pharmacie, en parapharmacie. Elle a également des accompagnements lorsque vous allez dans ces pharmacies, dans les collèges et lycées, les départements, les centres sociaux, les CCAS, pour être extrêmement complet. Ça a fait l'unanimité. Elle n'a pas créé un besoin, mais plutôt elle a répondu à un besoin qui était présent. Et d'ailleurs pour elle à l'école, il faut que ce sujet soit mis sur la table un peu plus tôt. Selon les statistiques, les règles arrivent dès la première, donc CM1. Dès la primaire. Dès la primaire. Pardon, oui. Je vous reprends, mais c'est parce qu'on pouvait confondre avec la classe de première. Dès la primaire, effectivement. Et CM1 serait justement la bonne option pour commencer à parler déjà de sexualité. Écoutez. Ce qu'ils ont besoin là maintenant, c'est une autre manière d'éducation. Quand on est à l'école, dans les établissements, même dans les cours d'SVT, effectivement, c'est trop rentré dans les cases. Et je pense que là maintenant, on a une génération qui est nouvelle, qui pour l'école de demain souhaiterait quelque chose de plus ludique, de quelque chose de plus beau. Et effectivement, on va briser les tabous, mais pas d'un point de vue institutionnel, parce que c'est trop cadré, c'est trop théorique, c'est pas ludique.
Amener du ludique, oui, justement, puisque certains vont sur les réseaux sociaux également pour trouver des informations. On sait que l'accès à la pornographie est aussi très facile en 2024. Et problématique. Il y aura d'autres nouveautés, hein, elle me l'a annoncé, mais pour l'instant, on n'en sait pas plus, donc on aura l'occasion d'en reparler avec elle. Et puis également, sachez qu'il y a des élèves qui tentent... c'est ça, qui essaient de faire avancer les choses. Effectivement, dans leur manière, c'est des élèves de 4e dans la Sarthe, et ils ont eu un projet, et ils ont mis en place des protections hygiéniques jetables directement au sein de l'établissement. Ils ont aussi réalisé une exposition sur la vie sexuelle et affective. Voilà, c'est un sujet qui commence petit à petit à arriver. Avec plein d'initiatives, Guillaume, merci beaucoup. Donner le goût de la lecture aux enfants de 0 à 16 ans, vous le savez, c'est le titre du livre que Valérie Domini publie chez Artege, et elle est l'invitée du Grand Oral. On la retrouve. Valérie Domini, dans les inquiétudes parfois des parents sur les lectures des enfants, c'est le moment où ils commencent à ce que vous dites, il faut suivre leur goût. Mais quand ils sont mono-goût et qui se noient dans un style de lecture qui parfois n'est pas la tasse de thé parentale, alors je pense typiquement à la bande dessinée, à la fantaisie, etc. Donc est-ce qu'on s'affole, est-ce qu'on s'inquiète, est-ce qu'on les met en rééducation, ou est-ce qu'on se dit que non, c'est déjà formidable qu'ils lisent et il y a plein de choses à faire à partir de là? En fait, il y a deux choses. Il y a un âge où les enfants se plongent en effet sur un sujet, ils deviennent extrêmement pointus sur des sujets qu'ils abandonneront plus tard. Ça, c'est une chose. Ou bien, ils vont dévorer toute une collection. Ils seront très fiers d'avoir toute cette collection dans leur chambre. J'ai tout lu. Voilà, ça, c'est une chose. Je vois très bien ce que vous voulez dire. Une autre, et c'est beau, c'est très beau. Ouais. Une autre est de ça, on ne s'inquiète pas, donc? Non, pas du tout. Au contraire, c'est très bon. C'est très bon. Ça nourrit, c'est un appétit, c'est un petit feu. En revanche, s'enfermer dans un genre. Et là, nous sommes plus vigilants. Vous voyez, bon, ça peut être la BD, ça peut être certains mangas, ça peut être la dark romance, ça peut être s'enfermer dans un genre qui, d'une certaine manière, vous veut pour lui tout seul. Vous voyez, la vigilance. Et je pense qu'on a toujours intérêt, surtout avec les adolescents qui sont très épris de leur liberté, de dire, tu vois, je vois que tu ne lis plus rien d'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez, attention, et varier les propositions, notamment de genre. Il y a la nouvelle, il y a la poésie, le roman policier. Il y a l'album, on peut aller lire des albums. Mais bien sûr, très âgé, c'est pas juste une affaire d'enfant. Et c'est là où l'album, bien choisi, magnifique, peut être dans la maison et nourrir tous les appétits de tous les âges. En parlant de ça, justement, de nourrir les appétits de tous les âges, est-ce que quand on est parent, il faut absolument jeter un œil sur tous les livres que lisent les enfants, ou est-ce que, bon, on leur fait confiance? Je n'aime pas beaucoup la phrase « à l'heure où ils ont leur smartphone tout le temps dans la main, pour une fois, il lit un livre, je ne vais pas en plus aller mettre mon nez dedans. » Ça tombe bien, je ne l'ai pas prononcé. Vous m'avez fait peur, je n'aime pas du tout la phrase. Parce qu'en fait, un livre peut vous blesser aussi durablement qu'une image, qu'une série, qu'une vidéo, aussi durablement. Pourquoi? Parce que votre maturité intellectuelle vous aura permis d'aller au bout du roman, de saisir le fil de l'intrigue. Mais votre maturité affective n'était pas au rendez-vous et vous aurez peut-être mal compris ou trop tôt compris des éléments de choix de vie, par exemple, notamment tout ce qui touche à la vie, la mort, l'amour. On pense à la mort, on pense au suicide, par exemple. Attention au contenu. Et oui, mais est-ce que c'est pas merveilleux, justement, pour les parents, pour les éducateurs, d'avoir ce lien avec leur enfant, le support culturel, donc notamment le livre, pour jeter un regard et être en contact, en lien. Justement, est-ce que... vous insistez beaucoup depuis le début de l'émission, et dans le bouquin, c'est pareil d'ailleurs, sur la question de l'âge. C'est-à-dire en disant, y compris quand on dit qu'il y a des bons et des mauvais livres, c'est pas forcément mauvais dans l'absolu, mais il y a des moments où la rencontre est sans doute prématurée, où elle peut faire plus de dégâts qu'autre chose. Ça, c'est vraiment essentiel, le timing. Oui, et je trouve que c'est un peu tabou dans certaines sélections. On dit ah non, les auteurs disent moi j'écris, je peux pas dire pour qui. Bah si, il y a un âge pour recevoir. Bah c'est comme une terre dans laquelle on sème, on revient à Jules Renard. Certains éditeurs disent la même chose d'ailleurs, en disant on se refuse à donner un âge. Oui, alors nous, 1, 2, 3 loisirs, notre sélection de littérature jeunesse et une bibliothèque idéale, nous donnons des âges minimum. Bien sûr qu'il n'y a pas d'âge maximum. Mais attention de ne pas arriver trop tôt. Attention aussi avec nos petites Madeleines de Proust, ces chers livres que nous portons dans notre cœur et que nous avons tellement hâte de partager avec nos enfants. Mais c'est magnifique ça, c'est très beau. Hein. Mais attention, souvenez-vous bien à quel âge vous avez lu le livre réellement. C'est pareil, et voyez si ça colle. C'est pareil avec le cinéma d'ailleurs. On peut décourager, avec le cinéma c'est pareil, on peut décourager et après l'enfant vous dira moi la lecture c'est pas mon truc, c'est pas vrai.
Simplement, le livre a été proposé trop tôt. Il y a des périodes sensibles. Je rappelais en tout début d'entretien les chiffres sur la lecture des jeunes, et notamment l'adolescence. Alors, c'est une période sensible, vous venez de le rappeler, parce que c'est un moment de construction. C'est aussi une période sensible parce que pour certains ou certaines, c'est le moment où ils vont plonger dans la littérature, et ça, c'est plutôt chouette. Mais pour d'autres, c'est le moment où ils s'en détachent totalement. Ouais, ils s'en détachent totalement. Donc on peut penser, par exemple, qu'est-ce qu'on fait en 5e, notamment les garçons. Et puis, il faut reconnaître que physiologiquement, c'est aussi un moment où on est un peu englué, on devient un peu paresseux. Hein, et le livre, c'est ce que je vous disais au tout départ, il demande cet effort. Vous me regardez d'un air bizarre. Pourtant, vous ne me connaissiez pas à 14 ans. Comment vous savez? Ne prenez pas ça pour vous. Mais bien sûr, ça arrive, les garçons. Voilà, et il faut dominer cette paresse-là. Bon, voilà. Accompagner toujours, proposer, et puis continuer à lire à voix haute, discuter. S'émerveiller ensemble. L'émerveillement d'un parent, il est contagieux aussi. Il est communicatif. Et ne pas s'obliger, ça me rappelle les règles de Pénac, à terminer un livre commencé, si vraiment au bout de... On se bagarre un petit peu quand même, parce que tout ne se donne pas. Il y a ce fameux goût de l'effort dont vous parliez au début, en disant qu'il ne faut quand même pas laisser tomber à la première difficulté. Mais enfin, si au bout d'un certain nombre de pages, ça ne prend pas, ça ne prend pas. C'est comme ça. Il vaut mieux ça que de se dégoûter de la lecture. Oui, absolument. Le droit de finir un livre, ça, Daniel Pénac, je le rejoins totalement. Ouais. D'abord parce que justement... De l'interrompre, le droit de l'interrompre, le livre. D'interrompre. Peut-être le reprendrai-je plus tard, effectivement. Et puis un livre qui ne me fait pas du bien, je le ferme. J'ai pas besoin de ça en ce moment. Je sens que ça me donne le cafard, ou je comprends pas très bien. Voilà, on laisse. On passe à autre chose. Important aussi, non pas en fliquant, mais de demander à justifier. Je vois que tu ne le finis pas. Pourquoi ? Bon. Dis-moi pourquoi, c'est nul. Oh, nul. J'entends nul, mais t'as pas mieux. Donne-moi plus. Vous voyez ? Et ça, déjà, on éveille l'esprit critique. Bien sûr. Je suis capable de justifier mon choix. Voilà. Ça, c'est aussi une clé, au passage, très, très riche. Ouais, et très riche pour les parents aussi, pour y compris guider l'enfant ou l'adolescent dans d'autres choix. Sur le numérique, on a déjà fait un sort aux écrans, tout en rappelant qu'on peut aussi lire des choses sur des écrans. Et alors, peut-être pas forcément quand on est petit, il n'y a pas ce rapport sensible au livre, mais quand il grandit, ça peut être chouette. Le livre audio, c'est une autre... livre audio. Alors, ça existait avant avec des cassettes, mais ça s'est beaucoup démocratisé. Ça, c'est chouette. Beaucoup de sources, c'est très chouette. C'est très bon. Ça peut faire entrer dans des œuvres complexes au collège. Je me trouve soudain avec un livre, mais qui est trop compliqué pour moi. En fait, il est beau, mais il est trop compliqué. Et je tâtonne, j'ai du mal à lire parfois. Eh bien, petit coup de pouce, quelques chapitres en littérature audio. Il y a énormément de sources, j'en donne plusieurs. Je vais quand même citer Gallimard Jeunesse avec cette collection Écoute et lire, bien sûr, de belles très voix. Ancienne et tout à fait remarquable. Je crois que c'était Paul Dubouchet qui avait créé ça, si je me souviens bien. C'est possible que ça soit Paul Dubouchet. Ouais. Bravo à elle, parce que voilà, et tout ça, c'est aussi un ciment culturel. C'est magnifique. Montrer que de grands acteurs de la comédie française s'intéressent aux livres jeunesse et donnent leur voix. Je me suis peut-être planté. Elle avait fait sur la musique, en tout cas. C'était Gallimard Musique. Mais je crois qu'elle avait à voir avec ça aussi. Valérie, une dernière question. Le livre que vous publiez là, qui est donc donner le goût de la lecture aux enfants de 0 à 16 ans, vous prévenez bien dès l'intro, attention, ce n'est pas une série de conseils de lecture. Dans la bibliothèque idéale, que lire de 0 à 16 ans, que vous avez écrit avec Anne-Laure Blanc et Hélène Fruchard, il y a des conseils. Vous, en un mot, le livre qui vous a fait rentrer, vous, enfant, la petite Valérie, qui lui a donné l'amour de lire. Vous vous souvenez, ou l'auteur ou l'autrice ? D'interroger cette petite fille. Je pense que ça a été Dadou, gosse de Paris. C'était un trilby. Et il est toujours édité. Et c'était une histoire très belle d'un petit gitan avec sa maman. Ça m'a beaucoup émue. C'était très bien écrit. Je pense que j'avais 9-10 ans. Wow. Moi, j'ai dévoré. Et vous vous en souvenez encore ? Dévoré. Voilà, dévoré enfant. Donner le goût de la lecture aux enfants de 0 à 16 ans, c'est chez Artege. C'est signé Valérie Daubigny. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans ce grand oral. Nous accueillons maintenant, et si vous voulez bien, vous restez pour le plateau repas, Sandra Ferreira. Si vous faites le marché, vous l'avez constaté, les fruits et les légumes de l'été commencent un petit peu à céder leur place. Ceux de l'automne sont en train d'arriver. Sandra Ferreira, bonjour. Bonjour Emmanuel. Vous êtes notre diététicienne et nutritionniste et vous allez donc nous parler aujourd'hui de ces légumes et fruits de saison qui permettent de varier les menus, ragoûts, soupes, gratins. Déjà, petit rappel liminaire, pourquoi privilégier les fruits de saison et les légumes de saison ? Bon, il y a les raisons écologiques, que j'imagine déjà. Et tout d'abord parce que c'est bon.
Voilà, D'accord. déjà, on va parler de ça. C'est bon. C'est économique, bien évidemment. Bien sûr. De la logique même que si les fruits et les légumes sont cultivés à côté, il n'y a pas le coût du transport. Donc, en général, quand c'est du commerce de proximité, on est sur quelque chose de beaucoup plus bon marché. Et puis, comme c'est local, ça permet aussi de faire vivre les producteurs locaux. Et moi, je trouve ça plutôt assez important de goûter les petites pommes de terre, petits potirons du producteur local. Sandra, je veux bien qu'on revienne sur cette affaire de santé. En quoi c'est si bon que ça pour la santé? Alors oui, c'est bon pour la santé aussi parce que les fruits et les légumes de saison ont toutes les vitamines et tous les minéraux qu'il faut pour votre organisme. Quand ils viennent de plus loin, il faut vraiment réaliser qu'ils vont être acheminés en bateau, en ce que vous voulez. En tout cas, il va y avoir plusieurs jours entre le moment où il sera cueilli et le moment où il arrivera à l'étal et puis après dans votre assiette. Donc, qu'est-ce qui se passe pendant La petite vitamine, elle s'en va? La petite vitamine, elle s'en va. Oh, le portu, la petite vitamine. Elle est partie. Oh. Donc, alors que si, la pauvre. Et alors que si. Elle reste dans sa maison, sinon. Elle reste dans sa maison, si on va le chercher là, quelques kilomètres de chez vous. Donc, c'est plutôt bien. Et en plus, les saisons font bien les choses, la nature fait bien les choses. En été, on a des légumes plutôt gorgés d'eau parce qu'on a chaud, on a besoin de s'hydrater. En hiver, ils sont un peu plus riches en glucides, on va dire en sucre, hein, mais c'est pas une catastrophe non plus, mais ils sont un peu plus robustes pour que vous teniez un peu plus. La vie est vraiment bien faite et puis c'est varié. Heureusement qu'on mange pas toute l'année des tomates et des aubergines. Je vous avoue que vous en auriez un petit peu ras-le-bol. Même si on adore ça. Et puis, qu'est-ce qui nous arrive là alors? Alors, qu'est-ce qui nous arrive là si on parle légumes, potirons, radis, parce que souvent on a l'impression qu'il n'y a rien l'hiver, qu'il n'y a rien d'intéressant. Ouais. Alors je vais vous les citer. Potiron, radis. Les radis, il y a plein de déclinaisons du radis en plus. En plus, le radis rose, le radis noir. Il y a les ronds, voilà, il y a vraiment de tout. C'est chouette le radis. Le topinambour. Bien sûr. On connaît plus ou moins, mais le topinambour, ça existe. C'est ce qu'on appelle un légume d'antan, mais il existe. La carotte, le poireau, le panais. C'est super bon, on va en parler après. La courge, le céleri, la betterave, le brocoli, le chou, les champignons, la laitue, la mâche, la roquette, point de suspension, parce qu'il y en a plein. On dirait presque une énumération à la Prévert. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, recette, allez, purée. Une petite purée, moi franchement, une petite purée de carottes avec du cabillaud, moi ça me plaît bien, je ne sais pas vous, ou une quiche au brocoli, tout simplement, parce qu'on n'est pas obligé de les faire forcément Lorraine, ou un petit gratin de patates douces et châtaignes. Il y a la recette de celui-là, tiens. Ah oui, je vous donne la recette. Ouais. Ah, je vous donne. Vous préchauffez votre four à 200 degrés, vous épluchez, vous coupez les patates douces et vous faites ça en petits cubes, dans un petit récipient qui va au micro-ondes, vous filmez, avec un film alimentaire, hein, pas avec votre caméra, bon, c'était pas très drôle, et vous faites cuire au micro-ondes. Il faut la refaire. Refaites-la. Non. Non, je n'assume pas. Non, une fois qu'on prévient Valérie, elle va rigoler aussi. Hein. D'accord. Super sympa, Valérie. Alors je la refais. Vas-y. Vous mettez les cubes de potiron dans le saladier et vous filmez. Alors pas avec votre téléphone, vous filmez avec un film alimentaire. Voilà, on était prêts maintenant. Pitié, ne ressortez pas ça au bêtisier. Pitié. Et donc voilà, une fois que c'est cuit, vous ressortez ça. Si c'est pas encore assez cuit, vous le remettez, bien évidemment. Et ces petits cubes de potiron, notre four préchauffé à 200, il est à 200. Vous mettez ça dans votre four avec. Donc on a les cubes, hein, vous avez compris, hein, de patates douces. On a ou les châtaignes que vous avez fait cuire avant, ou les marrons déjà en bocaux que vous mettez. Un peu de sel, de poivre, un peu de crème, un peu de fromage et vous mettez au four 20 minutes. C'est délicieux, c'est très simple. Ça va vite. Vraiment, ça va vite et c'est délicieux. Il faut être très fort pour le rater quand même. Ah oui, là, il faut vraiment être très, très fort pour le Côté fruits, alors, maintenant qu'on a vu nos légumes. Côté fruits, ça existe aussi. Donc, les châtaignes, dont je viens de parler, les figues, le raisin, les pommes, les poires, les prunes, les noix et les noisettes, les kakis, on les oublie très souvent, ils existent aussi, les kiwis, les mandarines et les coings. Qu'on peut préparer de mille et une façons. De mille et une façons. Les compotes, j'imagine. Alors, les compotes, d'ailleurs, les fruits de manière générale, pensez aux compotes. On les oublie avec des morceaux, sans morceaux, comme vous voulez. Les salades de fruits, même en hiver. La fameuse pomme au four à la cannelle, un délice. Et la fameuse marmelade de coing que j'ai ramenée ici en plateau. Regardez-moi ça. Sur une petite tranche de pain au goûter, voilà, là j'ai mis du pain aux noix, du pain qui n'est pas aux noix, vous choisissez, goûtez, une petite marmelade de coing. Marmelade de coing. Le coing, ça ne se mange pas cru, ça se mange toujours cuit, en compote, en marmelade, dans un gâteau. On peut faire des gâteaux au coing, donc voilà. Ah non, vous allez pouvoir parler, je sais qu'il faut que je parle aussi. Ah bah oui, voilà. Donc j'espère que vous allez me faire des super recettes. Voilà. La marmelade de coing, ça va très bien avec certains fromages. Ah oui, c'est délicieux. Oh oui. Il y a les petites étoiles dans mes yeux. C'est vrai. Au Portugal, dont je suis originaire. On n'a pas fait de chronique fromage, tiens, non? Qu'est-ce que vous en dites, un de ces quatre? C'est signé.
allez, je note. C'est vrai ? Chronique fromage. Parce que quand Je même, sens c'est que très vous voulez bon et en manger même du temps, c'est fromage. un peu... On dit que c'est pas toujours Eh bon ben, pour la je vous santé. présenterai des fromages plus ou moins gras et dans les moins gras, il y en a des plutôt pas mal. C'est génial. Je vous dis Et on rien peut se d'autre, je régaler spoil et on pas. met, et on La peut mettre de la marmelade. gelée de coin avec, Ouais, par exemple. exactement. Ah bah c'est chouette. Merci beaucoup Sandra pour tous ces bons conseils. Merci aussi à Valérie Daubigny de nous avoir accompagnés dans cette émission. Je rappelle, le dernier paru, c'est Donner le goût de la lecture aux enfants de 0 à 16 ans. C'est chez Artege et vous l'avez fait toute seule. Et pas toute seule, vous avez fait une bibliothèque idéale que lire de 0 à 16 ans. C'était chez Critérion, coédition Fondation pour l'école avec Anne-Laure Blanc et Hélène Fruchard. C'est là où on trouve les conseils de lecture avec ce conseil transversal que vous avez martelé dans l'émission. Il y a pas, il y a un moment en fait pour rencontrer un certain nombre de textes et ça fait partie de l'attention que les parents doivent porter au sujet. Merci donc à toutes les deux et merci évidemment à toute l'équipe de l'émission. Laure Rodemont pour le maquillage, Marine Plantec à la préparation de l'émission avec Dylan Colère et en régie aujourd'hui au son Thibaut Goury-Lafont et Ulysse Touré à la réalisation. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet, sur les réseaux sociaux et vous retrouvez, c'est une nouveauté de l'année, le Grand Oral également sur les principales plateformes de podcast.